Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Le président angolais José Eduardo dos Santos ne se représentera pas aux élections présidentielles d'août 2017 dans son pays. Après l'avoir annoncé une première fois en décembre 2016, il a à nouveau confirmé ce vendredi, annonçant dans le même temps que c'est le général à la retraite João Lourenço qui devra se présenter à la présidentielle à sa place sous les couleurs du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA. Celui qui est jusqu'ici ministre de la Défense est un fidèle de la première heure du régime dont il a gravi un à un tous les échelons politiques et militaires aux côtés du président Santos. Les deux hommes ont étudié dans l'ex-Union soviétique qui a formé pendant la guerre froide les jeunes figures montantes de la décolonisation en Afrique. José Eduardo dos Santos, qui est âgé de 74 ans, restera toutefois président du MPLA, ce qui lui maintiendrait de forts pouvoirs, notamment celui de nommer des responsables de l'armée et de la police ou encore d'intervenir dans le choix des candidats aux élections législatives. Sauf coup de théâtre, João Lourenço, âgé de 62 ans, a toutes les chances de succéder au président José Eduardo dos Santos, qui a confirmé qu'il passera la main à l'issue des élections générales d'août après 37 ans de pouvoir. Au Mozambique, les négociations de paix ont repris ce vendredi. Le président Filipe Nyusi a annoncé le début d'une nouvelle étape des pourparlers. Son objectif, mettre fin au conflit entre son gouvernement et la Renamo, l'opposition armée. Le chef de l'État, qui s'exprimait en marge des commémorations du Jour des héros mozambicains, a également précisé que les discussions se dérouleront cette fois-ci sans la supervision des médiateurs internationaux. Une médiation initiée en juillet dernier par 6 organisations, dont l'Union européenne. Dans son discours, le président a détaillé la nature de son accord avec Afonso Dhlakama, le chef de la Renamo. 2 groupes de travail seront créés pour poursuivre les discussions, l'un sur les questions militaires, l'autre sur la décentralisation. Un regain de violence frappe la République centrafricaine depuis 4 mois. Au centre et à l'est, la région de la Ouaka est particulièrement exposée, en particulier près de Bambari, la 2e ville du pays, ainsi que dans les environs des localités d'Ipi et de Bakala. Des combats violents opposent des groupes armés issus de l'ancienne rébellion Séléka, l'Union pour la paix en Centrafrique à dominante Peul et la coalition entre le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique à dominante Goula et le mouvement patriotique centrafricain. L'UPC, dirigé par Ali Daras et basé à Bambari, tente de résister à la pression du FPRC de Noureddine Adam, allié au MPC d'Al-Katim. Ces factions cherchent à contrôler les territoires de la Ouaka et les revenus qui en découlent. Des centaines de blessés graves et près de 18 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés dans la zone depuis fin septembre. Le nord-ouest de la Centrafrique est également concerné par ces violences interethniques. Un groupe rebelle baptisé 3R commet des exactions et affronte régulièrement les milices anti-Balaka près de la frontière avec le Cameroun. Jeudi, la ville de Bokaranga en a été le théâtre. En réaction, la mission des Nations Unies en Centrafrique a déployé et renforcé ses effectifs. Objectif, protéger les populations et éviter une offensive éventuelle de la coalition sur Bambari. Mercredi, le commandant des Casques Bleus a ainsi annoncé avoir tracé une ligne rouge au sud de Bakala et d'Ipi. La MINUSCA a également interdit à l'UPC de monter au nord vers Bria-Umbré. Après le décès d'Étienne Tshisekedi mercredi en Belgique, c'est l'incertitude qui règne dans son pays. En République démocratique du Congo, la disparition de l'opposant historique en pleine négociation politique cruciale pour la mise en place de la nouvelle transition réveille les inquiétudes. Alors que les négociations pour la répartition des postes au gouvernement piétinent, la tenue des élections en décembre 2017 pourrait être compromise. Autant d'obstacles à la sortie pacifique attendue après la crise provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. M. Kabila dont le mandat est échu le 20 décembre dernier. L'héritage politique de M. Tshisekedi en République démocratique du Congo a en tout cas unanimement été salué. Pouvoir et opposition ont exprimé leur respect en mémoire du père de la démocratie congolaise. Dans le parti du défunt, les militants de l'UDPS ont annoncé leur détermination à poursuivre la lutte pour l'instauration totale de la démocratie, ainsi que la préservation de l'unité du parti. J'appelle toutes les combattantes et tous les combattants de l'UDPS, ainsi que le peuple congolais, à observer une attitude de recueillement en mémoire de l'illustre disparu. Par la même occasion, je tiens à rappeler à tous les membres du parti
notre détermination à poursuivre la lutte jusqu'à l'instauration totale de la démocratie et de l'état de droit tel que voulait notre président. L'accord a déjà été signé et il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Ce que nous devons retenir, ce que M. Tshisekedi nous donne, c'est qu'il a mis tout sur le rail et c'est à nous maintenant de pousser. Nous appelons à la communauté internationale de mettre la pression, de faire pression à M. Kabila pour la mise en application de l'accord du 31 décembre. C'est comme l'héritage que M. Etienne Tshisekedi nous a laissé pour obtenir l'alternance pacifique dans notre pays. Au Tchad, les élections législatives sont reportées. Le président Idriss Déby Itno a annoncé jeudi ce report sine die pour des raisons pratiques à cause de la crise que traverse le pays. La présidentielle a déjà coûté 52 milliards de francs CFA et le pays peine toujours à payer les salaires des fonctionnaires. Selon l'annonce du président tchadien, les députés qui ont été élus en 2011 ne devraient donc pas se représenter devant les électeurs avant 2019. Une perte cruelle et irréparable, journée triste et douloureuse, celle du 22 janvier 2017. C'est en ces termes que débute le discours du président Paul Biya lors de la cérémonie d'hommage au personnel militaire victime du crash d'hélicoptère que sont le général Jacob Kodji, le colonel Nkameni et les deux autres lieutenants Grassou Sulukna et Tchinda Brice. Leurs dépouilles présentes ici ont créé de l'émotion, de la consternation. Symbole de patrie, une reconnaissance que tous ceux présents veulent rendre aux 4 hommes d'honneur. Le président, lui, les a honorés. D'abord, les 2 officiers supérieurs, à savoir le général Kodji, reçoit le grade de général de division, le colonel Nkameni au titre de général de brigade et les 2 officiers Ngrassou et Tchinda au titre de capitaine. Ces soldats à valeur exceptionnelle ont été décorés suivant le décret de 2017-020 du 30 janvier. Le général Kodji et le colonel Nkameni reçoivent les médailles de la Croix de la valeur militaire catégorie de l'ordre de la nation et les 2 officiers Ngrassou et Tchinda reçoivent les médailles de la Croix de la valeur militaire à l'excitation de l'ordre de l'armée. Dans son discours, le chef de l'État camerounais, par ailleurs chef des armées, a réitéré que ce deuil est celui de la nation, car Boko Haram nous concerne tous. Avant d'ajouter que ces vaillants soldats, notamment le général Kodji, avaient réduit de façon significative les attentats. L'unité est prévalue dans son discours aussi. À travers l'hommage que nous rendons aujourd'hui aux 4 officiers disparus, c'est aussi à tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie que nous pensons. Nous n'oublierons jamais leur sacrifice. Un geste rare et peu commun, celui de voir le président Paul Biya dans de telles situations. À titre de rappel, c'est le 22 janvier 2017 que le général Kodji, commandant de la 4e région militaire interarmée, accompagné du colonel Alphonse Nkameni, commandant de la 4e région de gendarmerie et des lieutenants Basile Ngrassou Sulukna, alors mécanicien, et Tchinda Brice, pilote, ont péri dans le... Tout ce que je peux dire, au nom de toutes les veuves affligées en ce jour, c'est que nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence, le chef de l'État, M. Paul Biya, pour toute l'attention qu'il a portée à notre égard, et que Dieu, le Tout-Puissant, lui accorde longue vie, prospérité, bonheur et succès, qu'il l'éclaire, qu'il l'illumine, afin que la paix puisse régner au Cameroun. Mon mari est mort pour la patrie. C'était un homme dévoué. Il aimait trop son travail. Il a sacrifié sa vie pour son travail, jusqu'à il est mort pour la patrie. Le président a essayé de nous encourager, il nous a promis, on attend la suite. On a confiance à notre chef de l'État. La reconnaissance que le chef de l'État exprime, et au nom de la nation également, qui est tout à fait satisfaite
de tout ce que les forces de défense camerounaises font aujourd'hui sur le terrain. Ces hommes sont morts les armes à la main, ils sont morts sur le champ d'honneur et nous pensons que cela est un exemple pour tout le peuple camerounais et le chef de l'État, chef des armées, est venu le reconnaître ici et leur a accordé toute son attention et toute son appréciation. C'est un sens extrêmement délicat à l'endroit des forces de défense et je pense qu'il faut le considérer à juste titre. Au Niger, des acteurs de la société civile donnent de la voix. Ils appellent à une révolution démocratique pour mettre à la retraite toute la classe politique actuelle, particulièrement celle qui anime la vie politique depuis la conférence nationale souveraine. Le mouvement pour la révolution démocratique au Niger estime que les membres de la majorité, comme ceux de l'opposition, sont corrompus. Ils sont exhortés à quitter le gouvernement. Malgré l'immensité des ressources naturelles du sous-sol nigérien, malgré une population dynamique, au Niger, on meurt encore de faim. On meurt de maladies moyenâgeuses. Doit-on croiser les bras et regarder faire? Doit-on seulement s'indigner et observer? Non, absolument non. C'est pourquoi le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, qui regroupe en son sein des Nigériens déçus de la gouvernance, déçus de la classe politique d'hier et d'aujourd'hui, engage la révolution démocratique à travers le mouvement pour la révolution démocratique au Niger. Cette révolution démocratique consacre une rupture radicale avec les pratiques anciennes caractérisées par un jeu de ping-pong malsain à travers lequel toute la classe politique née de la conférence nationale a hypothéqué l'avenir du pays et a troqué la souveraineté nationale. Camarades, c'est une étape importante que nous venons de franchir. Parce que nous sommes convaincus que c'est en affrontant la réalité, en menant le combat tous ensemble, que nous pourrons construire le Niger de demain. Un Niger où la République serve le peuple, où la justice sociale est garantie, où le peuple est maître de son destin. Un Niger avec des politiciens intègres, pas comme ceux que nous avons aujourd'hui, qui, quand ils sont au pouvoir, ils pillent, vandalisent et déshonorent la nation, pendant que ceux de l'opposition se mettent en embuscade en attendant leur tour pour perpétuer les mêmes pratiques. En Afrique, 620 millions de personnes vivent sans aucun accès à l'électricité et notre continent présente un taux moyen d'électrification de seulement 42%, le plus faible du monde. L'accès à l'énergie est un défi de taille pour l'Afrique, d'où l'importance d'un récent forum sur la coopération énergétique en Afrique de l'Ouest. L'événement s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les 26 et 27 janvier dernier. Pendant 2 jours, ministres, experts et acteurs du secteur privé se sont rencontrés pour promouvoir la coopération régionale en matière de production et de distribution d'énergie. L'exemple de l'Afrique de l'Ouest est éclairant en la matière. Cette région est riche en ressources naturelles, mais l'accent doit être mis sur des projets énergétiques structurants pour favoriser l'intégration régionale. Parmi les personnalités présentes à cette rencontre, il y avait entre autres Thierry Tano, le nouveau ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie, mais aussi Patrick Sendolo, le ministre de l'énergie du Libéria. Abdelmalek Kettani, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, était également présent. Fort de son expérience réussie dans l'électrification du territoire et le développement de la filière des énergies renouvelables, et dans la ligne droite, Abdelmalek Kettani, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, était également présent. Fort de son expérience réussie dans l'électrification du territoire et le développement de la filière des énergies renouvelables, et dans la droite ligne de la stratégie continentale de développement, le Maroc a pris une part importante aux travaux de ce forum. De 620 millions d'Africains vivent aujourd'hui sans électricité et notre continent présente un taux moyen d'électrification de 42%, soit le plus faible parmi les régions en développement. Dans pratiquement tous nos pays, les énergies renouvelables sont faiblement représentées dans le mix énergétique, et ce, malgré le fort potentiel de notre continent, que ce soit au niveau de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie géothermique, de l'énergie hydraulique ou de l'énergie tirée de la biomasse. Et ce n'est que dans le cadre d'une parfaite coordination et coopération de nos efforts et de nos ressources que nous subviendrons aux besoins de nos populations.
Le Maroc a d'abord développé tout un écosystème et d'expertise qui permet aux pays frères africains de participer, de profiter de cette expérience. Nous sommes disposés à leur, bien sûr, apporter nos conseils, notre expertise, nos connaissances techniques et financières, parce que c'est aussi des montages financiers assez complexes qui font que ces opérations se font ou ne se font pas. Et aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner les pays frères, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et d'autres de la sous-région, pour réussir ce challenge important pour la croissance à l'avenir. La sous-région souffre d'un défi énergétique, mais c'est vrai aussi que la sous-région a un énorme potentiel au niveau des ressources naturelles. Du coup, notre objectif, c'est notamment de pouvoir promouvoir la coopération régionale afin de garantir l'augmentation de l'accès à l'énergie. À Djouba, le roi du Maroc a achevé jeudi sa visite au président Salva Kiir. Mohamed VI a passé 2 jours au Soudan du Sud. Depuis sa réintégration récente à l'Union africaine, Rabat cherche à renforcer sa présence commerciale ainsi que ses investissements et son influence diplomatique sur tout le continent africain. Au Soudan du Sud, Mohamed VI s'est engagé jeudi à financer les études de faisabilité d'un projet de construction d'une nouvelle capitale dans le centre du pays. Cet investissement, estimé à 5 100 000 $, environ 4 700 000 €, est une idée qui remonte à avant l'indépendance. Le souverain nord-africain a également visité un hôpital de Djouba, financé et opéré par le royaume chérifien dans le cadre d'une mission humanitaire. Cette visite de 2 jours symbolise l'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI et le général Salva Kiir, président de la République du Soudan du Sud, sur les valeurs du panafricanisme, la solidarité et de la fraternité, et témoigne de la forte volonté du Maroc de contribuer à la consolidation de la stabilité et du processus de paix au Soudan du Sud. En Tunisie, des organisations non gouvernementales appellent à la révision d'une loi antiterroriste de 2015. Estimant qu'elle est à l'origine de manquements majeurs aux règles du procès équitable, le réseau d'observation de la justice tunisienne, composé de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, d'Avocats sans frontières et de l'Ordre des avocats, vise par exemple des cas de mauvais traitement en garde à vue. La loi controversée avait été adoptée par le Parlement en juillet 2015. Elle suivait la série des attaques sanglantes contre le musée du Bardo et de Port el-Kantaoui qui avait fait près de 60 morts. L'objectif du rapport, principalement, c'est celui d'analyser la législation actuelle en matière de lutte contre le terrorisme et par ce biais d'analyser évidemment les pratiques judiciaires sur le terrain, c'est-à-dire comment elles se développent dans la réalité. La loi de 2003 d'abord et la loi de 2015 comportaient un caractère particulièrement répressif et un problème de définition du terme terrorisme et de certaines infractions liées au terrorisme qui se sont rajoutées au caractère un peu aléatoire du système judiciaire. Il faudrait qu'il y ait des modifications quant à cette loi. Cette loi de 2015 qui a été faite très rapidement, sous pression politique, dont cette loi a été adoptée, mais après, quant à la pratique, on voit qu'il y a beaucoup de manquements au fondement du procès équitable. Quant à la pratique, on voit que les juges n'informent pas les accusés de leur droit à être accompagnés d'un avocat, et ceci dès leur arrestation et dès leur première audition. Donc on a vu que le droit à la défense est un peu bafoué. Absente des 3 dernières éditions et vainqueur des 3 précédentes, l'Égypte est invaincue depuis 24 matchs en Coupe d'Afrique. Les Pharaons ont encaissé un seul but depuis le début du tournoi, grâce à leur gardien emblématique Essam El Hadari, âgé de 44 ans. Pour le sélectionneur de l'Égypte, le sacre est à leur portée. C'est ma grande finale, disons. Cette émotion que j'ai, celle d'un groupe qui est fantastique. Quand je dis ce groupe, je parle de ceux qui sont là et de ceux qui ne sont pas venus et qui ont participé à tous les matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Alors, pourvu qu'on puisse soulever la coupe. Emmené par un solide collectif et par Fabrice Ondoa, leur gardien héroïque, le Cameroun doit vaincre une malédiction. Face à l'Égypte, les Lions indomptables ont perdu 2 finales de CAN en 1986 et 2008. Je pense que l'Égypte a battu encore le Cameroun il y a 9 ans, quelque part que ça. On n'est pas là pour se revancher, surtout pas. Parce qu'on va faire ça, on ne va plus jouer ce qu'on veut. Donc on veut surtout gagner cette finale.
Une victoire qui serait synonyme de 5e CAN pour le Cameroun 15 ans après. L'Égypte, vainqueur en 2010, décrocherait un 8e titre. 2 géants du football africain sont de retour, mais un seul soulèvera la coupe, dimanche soir à Libreville. C'est fait. Les Lions indomptables du Cameroun sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017. Les Poulains du Gobros se sont qualifiés en battant le Ghana sur le score de 2-0. Laissez-moi d'abord une fois pincer dans ma joue parce que si ce n'est pas un rêve, pour nous c'est vraiment un rêve d'arriver en finale de la CAN. Au Cameroun, les supporters des Lions indomptables attendaient impatiemment cette rencontre. Dans ce quartier populeux de Yaoundé, la capitale camerounaise, il est 19h30 lorsque tous pressent le pas pour vivre en intégralité cette rencontre qui s'annonce très palpitante. C'est l'heure des pronostics, même si certains émettent quelques réserves, tous restent convaincus de la victoire des Lions indomptables. Les Lions vont gagner aujourd'hui, disons que 2-0. Je ne connais pas, je ne remarque pas le nom, il y a le 13 là, il y a le 5 qui a marqué le dernier but pour nous qualifier là. Aujourd'hui là c'est 2-0. Je pronostique pour 1-0 en faveur du Cameroun. 2-1 en faveur des Cameroun. Le Cameroun doit gagner aujourd'hui là, on a décidé que c'est 2-0. 20h, le coup d'envoi du match vient d'être donné. Le Cameroun prend rapidement les choses en main, mais bute à plusieurs reprises devant le portier ghanéen. Après les 25 premières minutes de jeu, la balle change de camp. Le Cameroun plie, mais ne rend pas. 0-0 à la mi-temps, le doute s'installe dans les cœurs des supporters. Le Cameroun est vraiment dominant dans le jeu durant les 25 premières minutes. Bon, après, nous avons vu comment les gagnants aussi ont essayé de prendre le pas. Ils ont vraiment mis du tonus, mais à un niveau, les 15 dernières minutes, ils ont lâché. Bon, on espère que la deuxième mi-temps va nous porter bonheur et il faudra mettre tout dans le paquet et puis ça va aller. De retour des vestiaires, le Ghana continue sa domination. Mais à la 73e minute, sur coup de pied arrêté, Michael Ngade Gandui, seul au deuxième poteau, trouve le chemin des filets. 1-0 pour le Cameroun. Les supporters exultent de joie. Le match se poursuit, l'équipe du Ghana va à l'abordage pour tenter d'égaliser jusqu'à ce qu'à la 94e minute, Christian Bassogok, servi par son capitaine Benjamin Mukanjo, sur une contre-attaque ultra rapide, envoie définitivement les Lions en finale. Yaoundé est en fête. Alors qu'on ne vendait pas très cher la peau des Lions, ils assument pleinement leur statut d'indomptable, au grand bonheur des nombreux supporters. On nous a longtemps saboté. Le lion est devenu le lion, le vrai lion. C'est très très joyeux ce soir. La victoire des Lions nous rend vraiment joyeux. De nos Lions indomptables qui nous ont montré, qui nous ont donné cette victoire. Nous remercions grandement notre frère Gadun Gadji. Vive les Lions indomptables! Cameroun, Pour sa 7e finale de Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun affrontera dimanche l'Égypte pour le titre et une revanche, 9 ans après une défaite au même niveau de la compétition. En battant le Ghana 2-0 jeudi soir à Libreville, le Cameroun atteint la finale de la CAN 2017. Les Lions indomptables ont profité de 2 buts de Michael Ngande et de Christian Bassogog pour éliminer les Black Stars. Le Cameroun rejoint donc l'Égypte, qualifiée depuis la veille pour un remake des finales de CAN de 1986 et 2008. Les Lions vont tenter de gagner un 5e titre dimanche 5 février à Libreville, devant l'Égypte qui rêve d'un 8e sacre. Mon avenir n'est pas important pour le moment. Ce qui m'importe, c'est d'avoir perdu après un très bon tournoi de notre part. C'est peut-être trop dur de faire sans des joueurs majeurs comme Baba Rahman ou Asamoah Gyan, même si nous avons bien joué sans eux également. Laissez-moi d'abord une fois pincer dans ma joue parce que si ce n'est pas un rêve, pour nous c'est vraiment un rêve d'arriver en finale de la CAN. I'm 29 years coach. Cela fait 29 ans que j'entraîne et je n'ai jamais vu un groupe pareil. C'était un groupe de 23 copains. Je n'ai jamais vu ça. En football, il y a de la concurrence entre les uns et les autres. Parfois une concurrence sévère. Là, ce sont simplement 23 copains qui aiment jouer au football ensemble et qui font tout pour gagner des rencontres.
Pour moi, c'est vraiment simple de les entraîner. Il nous faudra à nouveau être très bons dimanche, mais je sais que la motivation sera bien plus grande que la fatigue des joueurs. J'ai beaucoup d'espoir pour dimanche, même si nous allons affronter une très grande équipe. Si nous réalisons ce que nous avons fait de ces dernières rencontres, je pense qu'on ne sera pas loin. C'est une première pour moi et une première pour beaucoup de mes coéquipiers. Puis, pratiquement nous tous, on n'a pas pu arriver à une finale du Coupe d'Afrique. Et je pense que avec le travail qu'on fait, peut-être on peut renverser la tendance. Toute une finale, on peut tout... Côté ghanéen, c'est évidemment la déception qui a prévalu à l'issue de la demi-finale contre des Lions indomptés. À Accra, la pilule a été difficile à avaler pour les supporters des Black Stars. Le sélectionneur du Ghana doit être remplacé car il a pris le pouvoir sur la fédération. Il contrôle ceux qui le payent. Je pense qu'on a besoin d'un sélectionneur qui vienne du Ghana. On a eu de la chance en phase de poule jusqu'au quart de finale. Donc je pense qu'on aurait pu se qualifier pour la finale, mais ce n'est pas arrivé. C'est un fait, on le prend comme ça. Les Ghanéens auront toutefois une opportunité de se rattraper, la petite finale qui les opposera au Burkina Faso samedi. L'objectif pour les Black Stars et les étalons, décrocher une médaille à défaut de pouvoir se consoler de leur échec en demi-finale. Avant la finale dimanche entre l'Égypte et le Cameroun, qui inscrira donc son nom au tableau d'honneur de la compétition gabonaise? Réponse sur la pelouse de Libreville à 20h locale samedi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour votre prochain rendez-vous avec l'actualité. Bon week-end sur Vox Africa.